Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous allons focaliser sur la sécurité de notre région, sur la situation géopolitique et dans quelle mesure cette situation a un impact sur la sécurité interne, sur notre propre territoire. Nous allons faire une analyse brève analyse de la situation géopolitique et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir avec nous le général Ibrahim Choukri, docteur général Ibrahim Choukri, qui est professeur de droit et expert stratégique. Général Ibrahim Choukri, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir Madame, merci d'être avec vous cette soirée. Le plaisir est partagé. Avant de commencer, nous avons juste une nouvelle brève concernant le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui souhaite la multiplication du nombre d'écoles japonaises. Évidemment, le dossier de l'enseignement est au cœur des priorités de la situation interne. Et le chef de l'État a exprimé sa gratitude au Japon pour sa coopération avec l'Égypte dans tous les domaines, et plus particulièrement dans le domaine de l'éducation, souhaitant la multiplication du nombre d'écoles japonaises en Égypte au cours des 5 prochaines années, ainsi que le nombre d'experts japonais chargés de leur direction. Et ces propos ont été tenus par le chef de l'État lors de son entretien avec le ministre japonais de l'Éducation, de la Culture, du Sport, des Sciences et de la Technologie, Yuhi Matsumoto. Al-Sisi a souhaité l'importance de tirer profit de l'expérience japonaise en matière de discipline, de vision éducative et de travailler à l'intensification des programmes d'échange d'étudiants entre les deux pays. Al-Sisi a affirmé que l'Égypte est fière de sa coopération étroite et étendue avec le Japon dans divers domaines, notamment l'enseignement. Al-Sisi a fait l'éloge de la contribution éminente du Japon au projet de construction du Grand Musée égyptien et du succès qu'a réalisé le projet des écoles égypto-japonaises. L'entretien a porté sur le développement du processus éducatif entre les deux pays, y compris la coopération pour le développement des programmes scolaires égyptiens et l'introduction de l'étude des logiciels pour environ 750 élèves selon le programme scolaire japonais, ainsi que la coopération dans le domaine de l'enseignement technique et la formation des enseignants égyptiens. Pour passer à notre sujet concernant les différents dossiers de la région, nous allons commencer tout d'abord par le Soudan. Et selon le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec le conseiller principal du président américain pour les affaires arabes, Mas'ad Boulis. Et lors de l'entretien, el-Sisi a réaffirmé la position égyptienne vis-à-vis du contexte régional, marqué par des crises régionales persistantes, insistant sur la nécessité de renforcer la coopération régionale et stratégique entre le Caire et Washington. Général Ibrahim Choukri, évidemment, la situation géopolitique se caractérise ou revêt une importance particulière compte tenu de l'agitation existante aux abords de nos frontières. Et justement, il y a une coopération quelconque, selon le chef de l'État, entre le Caire et Washington. Tout d'abord, quels sont les dossiers les plus importants je ne vais pas dire qu'ils nous intriguent, mais qui constituent quand même une importance particulière? Bon, vous voyez, pour nous, comme les Égyptiens, nous avons le premier souci, c'est de bien garantir notre pays, bien sûr. Nous devons aussi faire, le développement durable, mais tout ça, c'est dans le cadre de la protection de notre région, de notre pays, c'est-à-dire la coopération avec les pays voisins et avec les grandes puissances internationales doit avoir lieu si jamais la situation est bien stable ou il y a de la paix. Bon, si vous cherchez la paix, si vous en parlez maintenant du sujet de Soudan, nous avons vu un entretien très intéressant de l'envoyé spécial du président américain qui est venu ici en Égypte, M. Boulos, qui a fait un entretien avec le président de la République. Ils ont parlé un peu concernant la situation au niveau du Soudan. Donc, il y a des problèmes au niveau du Soudan. N'oublie pas que la position de l'Égypte, ou le point de vue de l'Égypte, c'est de stabiliser le Soudan, de rester aussi, deuxièmement, de rester à côté du gouvernement soudanais, c'est-à-dire à côté des autorités et des, disons, les départements et les régions principales d'un État, pas d'autres rébellions ou quelconques. Aussi, nous avons aussi
pris en considération de ne pas faire partager le Soudan ou diviser le Soudan ou créer d'autres villes ou d'autres pays dans les frontières du Soudan. Donc tous ces points-là, je trouve que nous avons été en bonne compréhension avec le côté américain, bien sûr, puisque ce sont les puissances internationales. Et aussi, vous voyez que les États-Unis ont beaucoup de défis pour tout le monde. Si on parle de l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, mais aussi au niveau de l'Europe, la crise de l'Ukraine. Donc les États-Unis ne veulent pas augmenter aussi le taux des problèmes qui se trouvent par tout le monde, y compris le Moyen-Orient. C'est pour cela que nous trouvons que ces jours-ci, qu'il y aura une sorte de progrès au niveau de la stabilisation, ou bien la paix du niveau du Soudan, mais aussi au niveau même de la mer Rouge, du Corne africain, du Yémen, d'autres régions du monde. Tout ça parce que quand ces problèmes ou ces défis augmentent, bien sûr c'est contre nous, mais aussi c'est contre toutes les puissances internationales. C'est-à-dire, tout le monde perd, pas seulement les gens qui participent dans ces pays-là ou qui font membre de la population, mais aussi les gens qui sont autour de ces pays-là vont perdre aussi tant de choses. Bien sûr, vous constatez bien sûr qu'il y a des problèmes au niveau de la mer Rouge, donc le Soudan c'est aux frontières de la mer Rouge. Le Soudan aussi c'est très intéressant comme un territoire qui pourrait augmenter l'agriculture au niveau de l'Afrique ou peut-être au niveau du monde arabe. Maintenant, le Soudan n'a pas ce taux de revenu national, bien sûr. C'est la déclaration même de son Excellence le ministre de la Finance soudanais lui-même, il y a quelques jours, qu'il a déclaré que son pays est dans une position inférieure concernant le revenu national. Donc, n'importe quel problème qui est au-dessus de l'État soudanais, c'est bien sûr contre nous, mais aussi c'est contre toutes les grandes puissances du monde. Par exemple, je parle de la Chine, des États-Unis, de la Russie, de l'Europe, de la France, etc. Donc, de l'Angleterre, bien sûr, y compris notamment. Bon, vous voyez que pour rendre un peu la paix au niveau du Moyen-Orient, ou bien au niveau du monde arabe, ou bien au niveau de toute la région qui nous entoure, c'est très intéressant, pas seulement pour nous, mais aussi pour tous les grandes puissances du monde et surtout pour tous les pays, les voisins qui nous entourent. La coopération régionale, la nécessité de renforcer cette coopération régionale et stratégique entre le Caire et Washington. Plus d'informations dans ce compte rendu. L'Égypte ne tolérera aucune tentative de porter atteinte à la sécurité et la stabilité du Soudan, au vu du lien viscéral qui relie la sécurité nationale des deux pays, a expliqué le président Abdel Fattah el-Sisi au cours d'un entretien avec le conseiller principal du président américain pour les affaires arabes et africaines, Massad Boulos. L'entretien s'est déroulé en présence du chef de la diplomatie, Badr Abdelghati, du chef des renseignements généraux, Hassan Rochod, ainsi que de la chef de mission adjointe de l'ambassade américaine au Caire. Et Sisi a apprécié l'intérêt que porte le président américain Donald Trump à mettre un terme à la guerre au Soudan, affirmant le positionnement constant de l'Égypte en faveur de sa souveraineté et son soutien à tous les efforts régionaux et internationaux visant à y instaurer la sécurité et la stabilité. Les discussions ont également porté sur la situation prévalente dans de nombreux pays de la région et sur la nécessité d'œuvrer conjointement pour résoudre les crises qui y sévissent, dans le but de consolider la paix et la stabilité régionale et de préserver la souveraineté des États, l'intégrité de leur territoire et les ressources de leur peuple. Passant ensuite aux relations bilatérales, le président a affirmé l'importance de donner suite à la dynamique qu'ont connue les relations stratégiques bilatérales dans la période passée, afin de promouvoir la coopération entre les deux pays. Et Sisi et Boulos ont insisté sur l'importance de tenir la deuxième édition du Forum économique égypto-américain en 2026 et de densifier les concertations et la coordination entre les deux pays au sujet de divers dossiers régionaux, en tête desquels le Soudan, la Libye et la Corne de l'Afrique, afin d'instaurer la stabilité dans la région.
Quant au dossier de l'eau, le chef de l'État a souligné que la sécurité hydrique, qui était une question existentielle, est une priorité absolue pour l'Égypte, car liée à la sécurité nationale. Boulos a pour sa part salué le rôle de l'Égypte dans le renforcement de la paix et de la sécurité dans la région, valorisant la coordination entre les États-Unis et l'Égypte sur plusieurs échiquiers régionaux d'intérêt commun. Pour passer à d'autres dossiers concernant concernant Gaza, qui est l'arène des causes, si on peut le dire, pour le Proche-Orient, il faut dire que l'accord de cessez-le-feu n'est pas respecté. Les raids et les exactions et les tergiversations israéliennes continuent d'être exercées. Les pertes de vie continuent. L'acheminement de l'aide humanitaire n'est pas facile, comme ce à quoi on s'attendait suite à ce cessez-le-feu. Et en parallèle, on parle de la reconstruction de Gaza. Donc ce dossier reste un dossier épineux. La Cisjordanie, la bande de Gaza, il y a toujours des transferts des Palestiniens ou, disons-le, une incitation au départ. Et certains Palestiniens sont partis. Et finalement, comment peut-on évaluer la situation? Général Ibrahim Chokri, comment peut-on évaluer la situation maintenant, aujourd'hui? Vous voyez, vous avez bien nommé la situation au niveau de la crise de Gaza. C'est la reine des causes au niveau du Moyen-Orient. Bon, je trouve, à mon point de vue, qu'il y a deux parties, chacun tire d'un côté et l'autre tire de l'autre côté. Voilà. Il y a les Israéliens, ils veulent continuer à faire la guerre, continuer à faire les massacres contre les Palestiniens, continuer à faire les problèmes au niveau du territoire palestinien, parce que pour eux, quand ils continuent dans tous ces massacres, c'est-à-dire le gouvernement israélien peut continuer à survivre. Peut-être c'est leur point de vue, de continuer, de rester. Vous savez qu'il y aura dans quelques semaines des élections aussi au niveau du peuple israélien. Le Premier ministre israélien veut continuer, il veut devenir aussi le Premier ministre, donc ça c'est le côté qui tire vers le négatif. Pour nous, nous essayons de faire la reconstruction de Gaza, où nous voulons stabiliser la situation, nous voulons refaire de nouveau la paix au niveau du territoire palestinien, surtout pour tous les peuples palestiniens. On a perdu beaucoup de monde. Donc nous poussons dans l'autre direction, c'est de faire la reconstruction, de stabiliser la paix, d'essayer de supporter et subordonner tous ces événements. Et les forces nationales aussi, ou internationales peut-être, ils sont partagés par un peu par l'aide au niveau israélien ou l'aide au niveau de la paix. Donc l'Égypte doit faire un grand effort, et ce que fait maintenant la diplomatie égyptienne, un grand effort, en considérant de faire de bons appuis, un bon appui concernant cette situation. L'appui va devenir un appui au niveau européen, bien sûr, américain et d'autres. N'oublie pas qu'il y a eu une sorte d'entretien très intéressant entre les responsables européens et l'Égypte il y a eu quelques jours. Donc tout ça, ça pousse dans la destination de faire la paix au niveau de Gaza. Là, je peux vous dire, franchement, celui qui va gagner à la fin, c'est celui qui va continuer dans le chemin. Nous voulons continuer dans le chemin de la paix, et l'autre côté, ils veulent continuer dans le chemin de massacre du peuple palestinien. Mais moi, j'espère qu'on va gagner. Il faut dire que le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, a souligné l'importance de la mise en place d'un comité temporaire de technocrates palestiniens pour la gouvernance de la bande de Gaza et l'introduction de la force de stabilisation internationale en tant que principaux leviers de la deuxième phase du président Trump. Voyons les détails dans ce compte rendu.
Alors que le bilan humain ne cesse de s'alourdir à Gaza, le Caire s'active pour préparer un climat propice au relèvement précoce et à la reconstruction, liant indissociablement l'urgence humanitaire à la mise en œuvre d'un règlement politique juste et global. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelatty, a réitéré la position égyptienne au cours de nombreux entretiens tenus avec le vice-président palestinien, Hussein el-Sheikh, ses homologues turcs, Hakan Fidan, et qatari, Sheikh Mohammed Ben Abdelrahman al-Thani, ainsi que le représentant spécial du secrétaire général de l'OTAN pour le voisinage méridional, Javier Colomina. Ces deux mesures sont liées à la résolution 2803 du Conseil de sécurité des Nations Unies, selon l'Égypte. Le comité de technocrates aurait pour mission prioritaire d'assurer la gestion quotidienne des affaires civiles au sein de la bande de Gaza. Ainsi, son rôle s'effacerait une fois que la souveraineté complète serait restituée à l'autorité palestinienne, que le Caire continue de soutenir comme l'unique représentant légitime du peuple palestinien. Parallèlement, le FSI devrait superviser la situation sécuritaire sur le terrain et faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire vers les populations civiles. Badr Abdelatty a souligné que les incursions répétées, les attaques contre les civils et l'expansion coloniale minent non seulement les chances d'une désescalade, mais menacent l'unité même des territoires palestiniens. Abdelatty, Fidan et Thani ont réaffirmé leur rejet de toute pratique visant à scinder le destin de Gaza de celui de la Cisjordanie, insistant sur le fait que toute solution doit garantir l'établissement d'un État palestinien sur les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale. Les trois ministres ont aussi insisté sur l'importance de l'acheminement d'aide massive à la bande de Gaza, dont les habitants subissent les conséquences d'une situation humanitaire catastrophique. De retour au studio avec notre invité, le général Ibrahim Choukri, qui est expert stratégique et professeur de droit. Général Ibrahim Choukri, comment peut-on comprendre l'objectif de ce comité de technocrates palestiniens pour la gouvernance de la bande de Gaza? Bon, vous voyez, pour gouverner Gaza, c'est-à-dire renouveler la situation au niveau de Gaza, c'est-à-dire renouveler la vie, avoir la paix, avoir le développement, faire la réconciliation entre le peuple palestinien, il faut avoir une sorte de comité. C'était une bonne idée de la part de la diplomatie égyptienne, parce que chaque fois qu'il y a des sortes de guerres, de problèmes entre les deux côtés, le point de vue de l'autre côté, c'est-à-dire les Israéliens, ils disent à qui je dois adresser mes paroles, à qui je dois faire les négociations. Parce qu'ils disent que, voilà, il y a un gouvernement palestinien, mais il y a un autre gouvernement à Gaza. Donc pour avoir un comité, c'est-à-dire qu'il y aura des personnes très respectueuses, qui sont du régime palestinien bien sûr, et qui connaissent dans des divers domaines de la vie, ce sont eux qui vont gouverner et que sont eux qui sont simplement palestiniens. Même s'ils sont de n'importe quelle faction ou ethnie, mais ils doivent être palestiniens, c'est-à-dire ils courent derrière le bénéfice du peuple palestinien. Donc nous sommes dans une situation qu'on a besoin de ce sorte de comité. Sinon, les Israéliens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire que nous voulons faire la paix, mais avec les autorités de Fatah, mais l'autorité de Hamas, donc il y aura toujours des problèmes. Mais meilleure solution, c'est d'avoir des technocrates qui vont diriger la vie quotidienne afin de faire la reconstruction de Gaza. Ça, c'est très intéressant ce jour-ci, d'avoir une sorte de réconciliation sous forme de ce comité et avoir aussi une sorte de compréhension entre les diverses parties au niveau du peuple palestinien. Et aussi, on parle de l'introduction de la force de stabilisation internationale. Est-ce que, évidemment, ça se voit que c'est une force internationale. Est-ce que, à votre avis, c'est dans l'intérêt de la bande de Gaza d'avoir des forces multiples internationales? Ça, c'était un point très intéressant dans le cadre de l'accord signé par le président américain avec tous les responsables qui se sont trouvés le jour de Sharm el-Sheikh. Donc bien sûr, une sorte de force, comme vous voulez le dire, parce que
au niveau de Gaza, il doit y avoir des forces, on ne dit pas même des forces armées, mais ou même des forces qui vont contrôler la vie sous forme de forces de police ou de forces, simples forces d'ordre. N'oubliez pas aussi qu'on prépare maintenant des forces de la police palestinienne afin de reprendre de nouveau le travail au niveau de Gaza et peut-être au niveau de tout l'État palestinien. Parce que vous savez, si un peuple veut faire le développement ou la paix ou le développement durable, etc., donc il doit avoir une sorte de sécurité. Et moi, je parle comme je suis d'origine policier, donc je connais bien que la police, la présence de la police sur le territoire d'un pays, c'est très intéressant afin que la vie démarche. Donc, vous cherchez les démarches de la vie, les démarches de l'économie, de l'industrie, de le commerce, etc., l'éducation même, la vie quotidienne du peuple. Donc, on ne peut pas faire ça, sauf si vous avez une sorte d'autorité ou force, comme vous voulez le nommer, mais on ne parle pas maintenant dans cette phase de forces armées comme les grands pays du monde, mais on parle au moins de forces comme les forces de la police, etc. Donc ça doit y avoir afin de contrôler et de surveiller la vie quotidienne du peuple, après aussi bien sûr, après la paix et la stabilité. Mais est-ce qu'il y a une volonté réelle pour parvenir à la paix et à la stabilité de la part des Israéliens? Bon, je vais vous dire franchement, si les Israéliens trouvent devant eux des représentants du peuple palestinien en groupant, c'est-à-dire tout le peuple palestinien a choisi telle et telle faction ou parti ou disons même des organismes, ils seront forcés à accepter parce qu'ils ils vont être devant quelqu'un ou comme la comité qui représente un peuple qui ont un point de vue et qui ont peut-être des idéaux afin de faire la paix et la reconstruction d'un pays, donc ils vont accepter. Mais le problème, c'est qu'il y a longtemps, même avant la guerre de Gaza, quand vous proposez internationalement ce problème-là, la première question que vous entendez par tout le monde, c'est avec qui on doit faire la négociation, avec qui on doit contacter, avec qui on doit faire des entretiens, avec qui on doit faire une convention, parce qu'ils ont trouvé devant eux plusieurs partis au niveau palestinien, mais pas un seul représentant du peuple. Il y a des gens à droite et à gauche, au nord et à l'est. Vous parlez de la bande de Gaza et vous parlez aussi de Cisjordanie, etc. Plusieurs régions et chacun se présente comme un commandant de cette région. Alors, si vous trouvez disons, une bonne intention au niveau du peuple palestinien et des représentants, comme on a dit, des technocrates, donc il y aura un groupe de personnages très respectueux, qui sont patriotes aussi, qui représentent leur pays, qui peuvent obliger, comme vous venez de demander, peuvent obliger n'importe quelle force internationale au niveau du monde, je ne parle pas seulement d'Israéliens, d'accepter la paix, parce que nous avons trouvé qu'il y a des représentants d'un peuple qui veut vivre. Maintenant, nous sommes l'année 2026 et jusqu'à maintenant, le problème palestinien existe sur le territoire palestinien. Ça doit prendre fin. Et finalement, on commence à parler depuis quelque temps de la reconstruction de Gaza, alors que la situation reste dérisoire. Il y a toujours des pertes de vie, il y a toujours des ruines. Mais comment peut-on gérer ce paradoxe? Mais c'est ce que je viens de vous présenter maintenant. Quand il y aura un groupe de personnages qui représentent tous les divers partis palestiniens, qui sont eux responsables à reprendre la situation au niveau de leur pays, n'importe quelle force ennemie devra s'arrêter de ces massacres. Sinon... Et qu'est-ce qui les empêche, excusez-moi de vous interrompre, qu'est-ce qui les empêche d'avoir qu'est-ce qui empêche les Palestiniens d'avoir cette force? C'est des négociations entre les divers partis. Vous voyez, chacun a sa vision, son point de vue, donc il faut rapprocher les points de vue. C'est ce que l'Égypte fait toujours. Vous savez qu'il y a eu quelques représentants des autorités palestiniennes. Je ne parle pas de l'autorité de Cisjordanie, mais je parle aussi de celle de Hamas, qui était au Caire pour faire des négociations. Même ils ont lancé un remerciement au gouvernement égyptien parce qu'il a fait beaucoup d'efforts. Ce que nous devons faire, et ce que nous faisons maintenant comme l'Égypte, c'est
de rapprocher les points de vue, les idées entre les différentes parties afin d'arriver à un point commun pour le bien de leur pays. Eh bien, les enjeux majeurs pèsent sur le trafic maritime dans la mer Rouge. Ces enjeux ont poussé l'Égypte à élaborer une vision stratégique intégrée pour faire face aux défis. Il faut dire que bordée par 1941 km de côte sur la mer Rouge, l'Égypte joue un rôle central dans la sécurisation de cette artère vitale pour son économie. Ce rôle est principalement motivé par le respect des réglementations internationales garantissant la liberté de navigation dans les passages internationaux. Le point. Le passage maritime menant au canal de Suez constitue une priorité absolue de la sécurité nationale égyptienne. C'est pourquoi l'Égypte favorise une coopération sécuritaire régionale, tant bilatérale que multilatérale, afin de faire face aux défis complexes de la région. À partir de 2014, l'Égypte a entrepris un ambitieux programme de développement des capacités, de construction de nouvelles bases navales et d'acquisition de nouvelles plateformes. Objectif, accroître les capacités de dissuasion et doter sa flotte navale de moyens de fonctionner efficacement en dehors de ses eaux territoriales, dans une zone s'étendant virtuellement de l'ouest de la Méditerranée au détroit de Bab el-Mandeb, au sud de la mer Rouge. Un exemple clair est en l'inauguration en janvier 2020 de la base navale Bérénice située en mer Rouge, qui a pour mission stratégique de sécuriser les côtes sud égyptiennes, de protéger les investissements économiques et les ressources naturelles et d'assurer la sécurité de la navigation mondiale dans la mer Rouge. L'un des arrangements collectifs les plus importants auxquels l'Égypte a participé est la création du Conseil des États riverains de la mer Rouge et du golfe d'Aden en 2020, dont le siège est en Arabie Saoudite et qui regroupe l'Égypte, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, le Yémen, la Somalie, le Soudan, Djibouti et l'Érythrée. L'objectif de ce Conseil est de renforcer la coopération entre les États membres en matière de sécurité afin de réduire les risques et les menaces pesant sur la mer Rouge, de favoriser les investissements et de coordonner leurs positions politiques. De même, en soutien au mécanisme conjoint visant à renforcer la sécurité dans la région, l'Égypte a pris en 2022 la tête de la force opérationnelle combinée 153, chargée de lutter contre la contrebande et les activités illicites dans le détroit de Bab el-Mandeb, le golfe d'Aden et la mer Rouge, dans le cadre de la participation active de l'Égypte à la force navale combinée, avec de nombreux pays partenaires, notamment l'Arabie Saoudite, la France et les États-Unis, afin d'améliorer le niveau d'entraînement et d'échanger des expériences. De même, pour sécuriser la mer Rouge, l'Égypte s'est également attachée à établir un consensus régional sur la nécessité pour les États riverains d'élaborer de manière concertée des politiques globales intégrant les aspects économiques, sociaux et sécuritaires. Par ailleurs, l'Égypte a signé des accords d'opération stratégiques avec d'autres pays de la Corne de l'Afrique, la Somalie, le Kenya, l'Ouganda, le Burundi, le Soudan et plusieurs autres pays. En vue de garantir la sécurité de la mer Rouge, l'Égypte a entrepris plusieurs démarches sur l'échelle bilatérale et multilatérale afin de parvenir au maximum de stabilité et de sécurité. Général Ibrahim Choukri, à votre avis, quelles sont les démarches les plus importantes que l'Égypte a entreprises depuis des années de manière à faire face aux défis de la mer Rouge ou aux défis sécuritaires qui s'imposent à la région de la mer Rouge? D'abord, il faut expliquer que la mer Rouge est très intéressante pour nous, comme Égyptiens. Mais bien sûr, elle est très intéressante aussi pour le monde arabe. Elle est très intéressante aussi pour quelques pays qui sont sur la mer Rouge, qui sont sur le côte de la mer Rouge. L'Égypte, bien sûr, notamment l'Arabie Saoudite, le Soudan. Si vous parlez aussi de Djibouti, c'est un pays africain, mais puis aussi arabe. Et si vous parlez aussi de l'Érythrée, bien sûr, ce n'est pas un pays membre de la Ligue arabe, mais aussi c'est un pays très intéressant et il y a une grande relation entre l'Égypte et tous ces pays-là. Entre parenthèses, le Yémen, c'est très intéressant, mais il y a beaucoup de problèmes
comme vous le connaissez. Donc, on parle de la situation sur le niveau de la mer Rouge. La mer Rouge, c'est très important pour nous, pas seulement sur ce niveau-là de la coopération entre tous ces pays, mais aussi sur le niveau... Le passage maritime menant au canal de Suez constitue une priorité absolue de la sécurité nationale égyptienne. Le principal qui fait mener de la mer Rouge jusqu'à la mer Méditerranée. Alors, à côté de ce point-là, et à cause de ce point-là, nous trouvons que la mer Rouge est très intéressante pour la plupart des pays du monde. Vous voyez, le commerce international a diminué à cause des problèmes qui se trouvent au sud de la mer Rouge. Maintenant, si l'Égypte a fait des contacts et des coopérations, on peut aussi se rappeler que le ministre saoudien des Affaires étrangères a fait un entretien avec le président, avec le ministre égyptien des Affaires étrangères, concernant la coopération au niveau de la mer Rouge. Aussi, nous avons une sorte de coopération avec la Somalie, dans le domaine aussi de la protection et aussi de la coopération et de l'industrie, de la commerce, bien sûr notamment avec Djibouti. Donc la mer Rouge, c'est très intéressant, tel que quand vous parlez du bord du Nil, on parle aussi de la mer Rouge et du canal de Suez. Tous sont des passages, soit des fleuves ou des mers ou des océans. Tout c'est très intéressant pour la vie au niveau de la région, pour le commerce, pour l'industrie, pour la coopération, pour les forces armées, pour la police, pour la sécurité en général. Donc si vous cherchez n'importe quel développement, il doit y avoir une sorte de sécurité au niveau de cette région de la mer Rouge. Et quel est l'impact de la situation actuelle sur l'Égypte, la situation régionale? C'est très clair devant tout le monde. Vous voyez, premièrement, ce que nous venons de citer ou de parler, et plusieurs fois on a parlé dans ce programme-là concernant le canal de Suez. Vous voyez, ça a diminué le revenu national de l'Égypte. Donc c'est un grand impact que vous voyez devant vous. Le canal de Suez est très intéressant pour nous comme l'Égypte. Maintenant, le revenu national a diminué. Les bateaux qui passent, qui traversent du nord au sud à l'est, ils ont changé de trajet. Ils ont pris l'autre côté autour de l'Afrique jusqu'à aller en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud ou bien en Europe. Donc tout ça cause des dommages au côté égyptien. Si vous parlez aussi de la mer Rouge concernant l'impact, on ne parle pas seulement du canal de Suez, on parle aussi de la sécurité générale ou la sécurité maritime de la région. Donc c'est très intéressant pour nous. Si vous parlez aussi de disons, la coopération avec les pays internationaux. Nous n'avons pas seulement une sorte du canal de Suez, mais aussi le commerce international de plusieurs pays, l'industrie, la zone industrielle ou la zone que l'Égypte a construite au bord du canal de Suez. Ça doit marcher, ça doit faire des productions, ça doit faire des importations et l'exportation. Donc beaucoup de problèmes sont survenus à la surface, que nous n'avons pas vécu ces problèmes-là il y a quelques années, mais maintenant c'est devenu maintenant devant nous. Alors on doit être en face de tout ça. Général Ibrahim Choukri, vous êtes expert stratégique et professeur de droit. Merci d'avoir été avec nous. Merci, fier d'être avec vous cette soirée. La situation régionale, évidemment, est un petit peu tendue, pleine de mutations, pleine de changements, des hauts et des bas, mais l'Égypte tient bon et l'Égypte tente toujours à entreprendre des démarches susceptibles de garantir la paix et la stabilité, pas seulement de son territoire, mais aussi du voisinage. Merci de nous avoir suivis, très bonne fin de soirée à tous et à la prochaine.